si vous choisissez les caractères de La Bruyère en deuxième partie d'épreuve de l'oral de français, vous allez être amené, d'une part, à présenter cette œuvre, puis à dire ce pourquoi vous l'avez choisie, et, in fine, votre examinateur va vous poser des questions sur cette œuvre. Son but à l'examinateur, c'est d'observer, de vérifier deux choses. D'une part, que vous avez bien lu l'œuvre. Ça, en général, si vous avez bien travaillé votre présentation, il ne devrait pas avoir trop de doutes. Mais bon, d'expérience, je sais que parfois on a besoin de vraiment le tester. Et donc, il va vous poser des questions un petit peu précises sur tel ou tel passage. Ce sont des questions que vous ne pouvez pas trop anticiper, puisque la seule chose que vous pouvez faire pour y répondre, c'est effectivement lire l'œuvre et de faire une bonne fiche de lecture dessus. Le deuxième objectif de l'examinateur, c'est de voir si vous avez bien compris l'œuvre et si vous en avez fait quelque chose de personnel, si vous voulez être approprié. C'est le terme qu'on utilise, le terme technique des profs de français. Alors, pour travailler cet aspect-là, je vous propose 4 questions d'entraînement. Alors, la première question, elles sont parfois un petit peu déroutantes, ces questions. Quel portrait vous a le plus plu ? C'est-à-dire que souvent, les questions qu'on vous pose en deuxième partie d'oral, c'est des questions sur votre goût, votre choix sélectif. Donc, les caractères. Les caractères, ça annonce en effet une série de portraits. Là où j'attire quand même votre attention, c'est qu'il n'y a pas que des portraits, en fait, dans les caractères de La Bruyère. Il y a aussi beaucoup de maximes. Vous avez des vérités générales qui sont énoncées comme ça, sur la cour, sur les grands, sur la vie en société, etc. Et puis, vous avez aussi des passages un petit peu plus philosophiques, qui ne sont pas des portraits à proprement parler, mais commencent par celui qui fait ceci, qui a plus de mérite et qui n'est pas récompensé, etc., etc. Donc, il n'y a pas toujours des prénoms, même s'ils sont fictifs, accordés à ces portraits. Puis parfois, c'est un portrait qui est juste une espèce de vérité générale comme ça, lancée et pas vraiment développée ou associée à un récit ou à des exemples. Donc, il faut savoir que, en fait, les caractères, c'est très, très, on va dire, protéiforme. Ça a différentes formes, ça ressemble à différentes choses. Et donc, quand on vous demande quel est le portrait qui vous a le plus plu, ça va assez restreindre parce qu'il va falloir trouver un portrait où il y a eu, par exemple, un nom qui soit associé, un prénom qui soit associé, prénom fictif, donc comme je vous l'ai dit. Alors pour ma part, celui que j'ai préféré, c'est celui qui m'a marqué, celui que j'ai passé au bac de français moi-même, à savoir Gnaton. Sur le coup, il ne m'a pas trop plu, mais rétrospectivement, il m'a tellement marqué que finalement, je le trouve assez intéressant. Puis surtout, je l'ai refait avec des élèves, donc j'en ai eu une autre vision. Et je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est très très bien écrit en fait. Bon, ça c'est un point de vue de prof de français, mais Gnaton, ça vient du mot grec qui veut dire la mâchoire. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir en société en général et surtout qui ne sait pas se tenir à table. Et donc l'art de la table, vous savez peut-être, en France, dans les bonnes manières, les anciens codes de savoir-vivre, l'art de manger à table, il est très codifié. Et ce personnage-là, il les connaît, ces règles-là, mais il ne les respecte pas. Donc il en met partout, il se sert avant tout le monde, il se resserre avant tout le monde, il vide les plats, il met du pain direct, enfin il se sert directement dans les plats au lieu de mettre les aliments dans son assiette. Donc en temps Covid, ce ne serait pas possible, bien sûr, mais il faut bien imaginer que déjà à l'époque, ce n'est pas acceptable. Donc moi, c'est un texte qui m'a marqué pour des raisons à la fois donc, personnelles, anecdotiques, mais aussi pour la qualité d'écriture du texte. Donc ça, c'est une réponse que vous pouvez apporter. Prévoyez-le à l'avance, choisissez un portrait qui vous parle et que vous pourrez défendre avec précision. Deuxième question, que savez-vous de l'art du portrait au XVIIe siècle ? Alors, l'art du portrait au XVIIe siècle, la formulation, elle est ambiguë, j'ai fait exprès. L'art du portrait, ça peut être le portrait écrit, donc de la manière que les caractères sont un portrait écrit. Donc, on peut vous demander à travers ça, c'est une question de culture générale, qu'est-ce que vous savez de la pratique du portrait écrit, ou même oral d'ailleurs, au XVIIe siècle. Et alors là, si vous avez bien travaillé votre sujet, vous savez que dans les salons littéraires, les salons des précieuses et les salons aristocratiques, on pratiquait ce jeu, un jeu de société au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on le jouait en société, qu'on était plusieurs, qui était l'art du portrait, le jeu du portrait. On faisait un portrait avec seulement les qualités et les défauts de la personne, souvent plus les défauts d'ailleurs, et on essayait de deviner de qui on parlait. C'était rare que la personne dont on parlait soit dans la salle en réalité, c'était souvent plutôt pour se moquer d'une personne qui était absente. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de l'art du portrait au XVIIe siècle en termes de mondanité, de sociabilité. Et puis ensuite, en termes de littérature, on pourra dire que l'art du portrait, on le trouve
un peu partout. On le trouve dans les romans comme dans La Princesse de Clèves, qui est un roman du XVIIe siècle, où on va faire le portrait de la Princesse de Clèves, qui est une beauté qui paraît à la cour. On va le trouver dans les fables aussi de La Fontaine. On va parfois avoir des portraits d'animaux à travers les qualités du renard, les qualités du corbeau, ou les défauts du corbeau, qui vont montrer des types de personnages. Là aussi, c'est les courtisans, en fait. Le seigneur et le courtisan. Le seigneur, c'est le corbeau, et le courtisan, c'est le renard. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'art du portrait. Sélectionnez, dites dans quel champ vous vous situez, et puis développez votre réponse en fonction de cela. Et puis la deuxième interprétation, c'est l'art du portrait au sens pictural, en fait. L'art du portrait en peinture. Alors là, si vous n'avez pas d'informations, renseignez-vous, regardez vite fait sur Internet, par exemple, vous avez des images sur Google Images, du portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, qui est son portrait officiel. Comment est-ce qu'on peint un portrait au XVIIe siècle? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on continue, on amplifie la mode qui est de faire des portraits de tous les nobles, mais aussi des bourgeois. L'art du portrait se développe et il va atteindre son apogée au XIXe siècle. Donc voilà pour cette question de culture générale qui est un petit peu compliquée quand même. Comment adapteriez-vous ce genre, le genre des caractères, aujourd'hui? Eh bien, en fait, le genre des caractères, si vous êtes un peu informé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il a déjà été adapté, en fait, sur Instagram, par une humoriste qui appelait, en fait, sa chaîne Les Caractères, et qui incarne différents personnages en modifiant sa voix, en se maquillant, en se déguisant, en déformant son visage avec des filtres. Comme ça, elle peut incarner différents personnages, une grande bourgeoise, un jeune homme, un homme plus âgé, etc. Et puis à chaque fois, elle leur fait tenir des propos qui sont en lien avec les qualités ou les défauts qu'on leur attribue. Plutôt les défauts, là aussi, puisque vous voyez qu'à chaque fois, le but, c'est en fait de se moquer de quelqu'un ou d'un type de personne. Et enfin, quel autre auteur du même genre et du même siècle connaissez-vous? Donc là, c'est vraiment une question de culture générale. Ce à quoi vous pouvez penser en premier, même genre, hein, donc vous restez dans la littérature d'idées, n'oubliez pas une partie de la question. C'est à La Fontaine avec les fables. Vous pouvez aussi penser à tous les contes de fées qui sont aussi dans la littérature d'idées en fait. Ils font partie du récit et de la littérature d'idées parce qu'il y a une morale à la fin des contes de fées. Donc Charles Perrault, par exemple. Vous avez aussi Madame d'Aulnoy, qui est une des inventrices en fait du conte de fées, et Charles Perrault n'a fait que suivre la mode. Après, il a énormément écrit, il a été très célèbre pour ses contes, mais dans les salons où s'écrivaient les contes de fées, il y avait beaucoup de femmes et quelques hommes. Donc du même genre et du même siècle, vous pouvez trouver ces choses-là. La Rochefoucauld aussi, hein, pour les maximes de La Rochefoucauld. Donc ce sont les auteurs, La Rochefoucauld et La Bruyère surtout, qu'on désigne comme les moralistes du grand siècle, du XVIIe siècle. Donc voilà pour ces différentes questions. Je vous invite aussi à vous entraîner les uns avec les autres, à trouver les pires questions, celles que vous ne voudriez pas avoir à traiter. Comme ça, vous les préparez en avance et vous serez plus tranquille le jour J.